Hello la team, bienvenue dans ce moment d'échange entre make-up artistes. Je suis Mélissa, maquilleuse professionnelle et fondatrice de la Éphémère Makeup Academy, qui est une plateforme en plein développement destinée aux maquilleurs professionnels francophones. Aujourd'hui avec nous, nous avons Colline, que vous connaissez sûrement sous le nom Instagram Emerald Makeup Artist. Elle a créé son entreprise et elle exerce en tant que maquilleuse, mais aussi comme lash et brow expert. Et elle va nous raconter son parcours et plus précisément l'importance de diversifier ses offres de prestations pour la pérennité de son entreprise. Salut Colline, tu vas bien? Bonjour Mélissa, je vais très bien, merci de me recevoir. Avec grand plaisir. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour les personnes qui nous écoutent et qui ne te connaissent pas forcément? Bien sûr, donc je suis Colline, je suis maquilleuse professionnelle et technicienne de cils depuis bientôt 5 ans sur la région nantaise. Je suis donc en auto-entreprise et je me déplace donc pour les particuliers ou pour les professionnels et j'accueille également dans mon studio maquillage que j'ai créé à mon domicile. Super. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours? Parce que là, du coup, tu nous dis que tu es en auto-entreprise depuis 5 ans. Mhm. Qu'est-ce que tu as fait avant? Donc, j'ai toujours été passionnée par l'esthétique. J'ai toujours été le cliché de la petite fille à aimer les paillettes, ce qui brille et voilà, le maquillage, tout ça, ça a toujours été une vocation pour moi de travailler dans ce domaine depuis que je suis toute petite, du plus loin que je me souvienne. J'ai toujours dit aux adultes, je veux être esthéticienne. Donc, à l'époque, je savais pas exactement ce que ça voulait dire. Je savais juste que ce domaine, c'était fait pour moi. Lorsque je suis arrivée à la fin du collège, on m'a demandé ce que j'avais envie de faire. Donc, voilà, bien sûr, je voulais faire l'esthétique. Donc, j'avais quand même une préférence pour faire un bac pro. Je m'en sentais capable. En tout cas, c'était ce que je visais. Sauf qu'à cette époque-là, j'avoue que j'étais pas la meilleure élève. L'école, en fait, ça n'a jamais été quelque chose que j'ai apprécié. Ça n'a jamais été trop mon truc. Ça n'a jamais eu beaucoup de sens pour moi. Donc voilà, j'avais pas de très bonnes notes et malheureusement, j'ai pas réussi à intégrer le bac pro esthétique parce que c'est quand même une section qui est très demandée. Donc par défaut, j'ai fait un bac pro dans la mode en me disant que c'était pas si éloigné que ça. Donc voilà, j'ai fait mes 3 ans d'études en bac pro, toujours avec cette envie et cet objectif d'aller par la suite dans une filière esthétique. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai réalisé du coup un BTS management et en parallèle, j'ai passé mon CAP esthétique. Donc ce diplôme-là, 2 en 1, je l'ai réalisé dans une école d'esthétique et de maquillage pendant 2 ans. Comment ça se passe? Parce que c'est la première fois que j'entends ça, donc je me dis que peut-être d'autres auront les mêmes questions que moi. Comment tu fais pour passer à la fois un BTS et à la fois un CAP? C'était l'école qui proposait ça, c'est je sais pas, dans le même planning en même temps? Effectivement, c'était l'école qui proposait cette formule-là. C'est aussi pour ça que je me suis dirigée dessus parce que ayant déjà un niveau de bac pro, j'avais pas envie de faire machine arrière en faisant que un CAP entre guillemets. J'avais envie d'avoir vraiment le bac plus 2 en BTS. Et pour le coup, je ne pouvais pas aller en BTS esthétique parce que la marche était quand même beaucoup trop haute. Et c'est vrai que le BTS esthétique est plutôt destiné aux personnes qui ont comme projet de travailler dans les laboratoires ou dans les instituts ou dans les spas, parce que voilà, c'est vrai que j'ai pas précisé ça, mais moi, ce que je voulais surtout, c'était travailler en parfumerie. Ça, c'était vraiment mon rêve, je peux le dire comme ça. Moi, ce que je voulais, mon goal ultime, c'était d'être manager ou directeur d'une parfumerie. Voilà, ça, c'était mon truc. Donc, c'est pour ça que je me suis orientée vers un BTS management pour avoir le côté voilà, marketing et en même temps passer le CAP esthétique pour pouvoir exercer dans ce domaine. Ok. Qu'est-ce qui te plaisait dans ce job de manager de parfumerie? Parce que, bon, après, tu vas nous expliquer, et puis tu nous l'as dit, tu es maquilleuse et là, chez Bro Artist. Et Mhm.
du coup, moi, dans mon esprit, et parce que aussi mon expérience professionnelle me donne la capacité de le savoir, gérer du coup une parfumerie et être maquilleuse ou là, comme tu fais, tu t'occupes des cils et des sourcils, c'est vraiment deux choses quand même assez différentes. Effectivement, c'est vrai que mon cheminement de pensée et là où je suis aujourd'hui a été le découlement des expériences que j'ai pu avoir. C'est vrai que mon objectif et mon projet de base, c'était voilà, d'être en parfumerie. Et donc, j'ai eu la chance de pouvoir réaliser toutes ces choses-là pour finalement me rendre compte ce qui était réellement fait pour moi. Lorsque j'ai fait mes 2 ans d'études donc dans cette école d'esthétique, j'ai réalisé une alternance pendant 2 ans chez Sephora. Donc, c'est là où j'ai découvert le métier de la vente. Ce qui m'attirait, c'était surtout le fait d'être dans un magasin, de travailler avec beaucoup de marques. À l'époque, j'étais vraiment passionnée par les parfums, par la complexité que pouvait représenter la composition d'un parfum, etc. Et en faisant mes 2 ans d'alternance chez Sephora, j'ai énormément appris parce que c'est un rythme qui est quand même très soutenu, mais c'est une très bonne école, on apprend énormément. Donc j'ai découvert le métier de la vente, le fait de savoir manager une équipe, parce que comme j'étais dans le cadre d'un BTS, j'avais des missions à réaliser au sein du magasin. J'ai pu vraiment être ancrée avec l'équipe parce que je les voyais régulièrement. Euh, et c'est en étant chez Sephora que j'ai découvert ce qu'était le maquillage parce que je me suis toujours maquillée depuis que je dirais je suis en cinquième, quatrième, j'ai commencé à me maquiller. J'ai commencé à me maquiller parce que comme beaucoup de jeunes filles à cet âge-là, voilà, j'avais de l'acné, j'avais des imperfections que j'avais envie de camoufler. À cette époque-là, je me sentais pas non plus très bien dans ma peau, donc voilà, ça a été une façon à l'époque pour moi de m'affirmer, de prendre confiance en moi, mais ça s'arrêtait là. Voilà, ça n'a jamais été plus loin. Et voilà, chez Sephora, il y a plein de marques partout, il y a des super beaux produits. Et c'est comme ça que j'ai découvert le maquillage. En même temps, j'apprenais des techniques en cours, même si en CAP, il faut quand même le dire que c'est très, très succinct. Et je me suis vraiment développé une passion. Ça a été ma révélation professionnelle, le maquillage. Et à la fin de mon BTS, j'avais pas envie de m'arrêter là, j'avais envie de faire une année supplémentaire et j'ai pu découvrir ce qu'était le métier d'animateur de marque et commercial pour une marque. Parce que quand je venais en stage chez Sephora, ça arrivait notamment à la période de Noël ou de Saint-Valentin, qui avait du coup des commerciaux de grandes marques qui venaient et j'aimais beaucoup cette idée de pouvoir représenter une marque dans son intégralité auprès des clients et auprès des équipes, être vraiment ambassadeur et porter les valeurs d'une marque. Donc je me suis dit, voilà, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de me professionnaliser là-dessus. Et euh, dans toutes les marques qu'il y avait chez Sephora, il y en avait une notamment qui me plaisait énormément, c'était Make Up Forever, pour le côté très artistique, très backstage, en tout cas de ce que représente la marque. Donc, à la fin de mon BTS, j'ai fait le choix de m'orienter vers un CQP maquilleur. Et j'y suis allée un peu au culot. Hein. Pour moi, c'était Make Up Forever ou rien du tout. Donc, j'ai imprimé mon CV, ma lettre de motivation. Je l'ai pris avec moi. Et j'ai fait tous les Sephora à Nantes en me disant, il faut que je trouve la commerciale. Je ne sais pas où elle est aujourd'hui, mais il faut que je la trouve. Donc, j'y suis allée, je ne l'ai pas trouvée. J'ai fait la même chose le lendemain et je l'ai rencontrée. Donc, elle m'avait aperçue, bien sûr, quand je venais en stage dans le magasin dans lequel j'étais à Nantes. Et je lui ai dit, voilà, je veux travailler pour la marque, je veux faire un CQP et en même temps bosser pour Make Up Forever. Et elle m'a dit, ok, je te mets en relation avec les personnes du siège. J'ai dû passer un entretien, etc. J'ai dû faire un book, j'ai dû montrer voilà mon niveau en maquillage. Et j'ai eu la chance de pouvoir intégrer la marque dans ce cadre-là. Trop bien. Comme quoi, l'audace paie. Et, et du coup, j'ai une question à te poser.
tu as du coup travaillé chez Make Up Forever en même temps que tu as fait ton CQP? Exactement, oui. Ok, Et, j'avais un contrat d'alternance également, comme j'avais avec Sephora. ok. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer déjà de un ce qu'est un CQP et du coup comment ça s'est passé pour que tu fasses en même temps ton CQP et en même temps Make Up Forever? Parce que je t'avoue, c'est la première fois que je rencontre une personne avec cette expérience-là. Donc, je veux bien que tu m'expliques et que tu nous expliques. Bien sûr, donc le CQP, donc c'est un certificat de qualification professionnelle. Donc c'est généralement une spécialisation qu'on effectue après un diplôme tel qu'un CAP, un bac ou un BTS. Il y a notamment le CQP pour les soins corps qui existe, qui est assez connu, qui est même, je pense, plus répandu que celui de maquilleur. Donc ça a pour but en fait de se spécialiser dans une discipline. Donc là, en l'occurrence, le maquillage. J'ai fait d'ailleurs ce CQP dans la même école dans laquelle j'avais fait mes 2 années de BTS. Et en fait, le rythme était de tel où j'avais 2 cours, 2 jours de cours dans la semaine à l'école. Le mercredi, j'avais rien, j'avais un temps libre et je travaillais pour Make Up Forever le jeudi, vendredi et samedi. Ok. Voilà, donc je travaillais pour la marque, j'étais en binôme avec du coup la commerciale de la marque. J'étais pas complètement autonome forcément, hein. Je restais quand même alternante. Enfin, en tout cas au début, c'est vrai qu'à la toute fin, j'arrivais quand même à être très autonome, donc je pouvais aller sur un magasin en étant seule. Euh, et donc j'ai eu ce rythme-là pendant un an et ça, en tout cas dans mon parcours scolaire, ça a été la meilleure année de ma vie. Vraiment, c'était très très enrichissant. Enfin, j'apprenais beaucoup de choses et j'étais vraiment dans mon élément. J'avais vraiment trouvé ma place. Et puis après, voilà, mon cheminement de pensée a un petit peu évolué pour après me diriger vers l'entrepreneuriat. Mais voilà, ça s'est passé comme ça. Et du coup, il me reste une question je suis sûre que ça en intéressera beaucoup. Je savais pas du tout que c'était possible de faire un CQP en alternance comme ça. Du coup, j'imagine que tu étais rémunérée. En plus, tu travaillais pour la marque, donc j'imagine que tu avais une rémunération. Est-ce que tu peux nous Mhm. dire comment ça se passait, si c'était un salaire fixe et si tu es OK de nous dire combien de salaire tu avais du coup durant cette année? Oui, alors effectivement, j'étais rémunérée parce que j'avais plus de 18 ans. Donc après, je travaillais 3 jours par semaine. Donc du coup, je pense que je devais gagner peut-être 400 ou 500 euros. Franchement, j'avoue que je ne me rappelle plus. C'est un petit peu flou de ce point de vue-là. Mais en tout cas, c'était entre 300 et 450 à peu près dans une tranche donc nette. J'avais du coup également, je me rappelle, j'avais une petite carte appétisse, donc les tickets resto pour pouvoir déjeuner le midi. Et j'avais le droit de participer du coup aux formations en interne. À l'époque, quand j'étais chez Sephora, c'était le moment où ils avaient sorti leur palette de fard à paupières Starlit, inspirée un peu des planètes. C'était une palette qui était violette et rose. Je sais pas si ça te parle, mais voilà, j'ai pu bénéficier des formations en interne. Donc c'était très intéressant parce que j'avais à la fois mes cours de CQP et en parallèle, j'avais l'expertise que la marque me donnait et du coup j'ai beaucoup appris aussi grâce à eux. Ok. Et ton CQP, je suis désolée, je vais vraiment dans le détail, mais je trouve que c'est super intéressant, en tout cas pour l'audience qui va nous écouter sur le podcast. Le CQP, j'imagine que c'est pas comme une école de maquillage, du coup, tu n'as pas payé ton CQP. J'ai payé mon CQP, donc j'ai eu la chance d'avoir eu des parents qui m'ont financé mes études, donc ça a été ça a été un coût parce que les 2 années de BTS, c'était 10 000 euros, plus l'année de CQP, c'était 5 000 ou 6 000 euros, sans forcément compter le kit, tout le matériel par la suite qu'on doit acheter. Donc, c'est quand même assez conséquent. Et voilà, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont toujours soutenue, qui ont financé mes études. Et c'est vrai que là-dessus, je sais que j'ai eu de la chance et j'ai été privilégiée par rapport
à d'autres. Donc moi, c'est vrai qu'à ce moment-là, je me voyais pas, parce que bien sûr, j'avais pensé à aller à la fameuse école Make Up Forever à Paris, mais pour le coup, je me sentais pas encore de partir de chez mes parents, de partir de Nantes. À ce moment-là, j'étais encore assez jeune. Enfin voilà, je me voyais pas faire ça pour pas mal de raisons personnelles. Et l'avantage, c'est vrai, que du CQP, c'est qu'on a quand même un diplôme qui est reconnu par l'État à la fin de ton année. Donc, c'est ça surtout qui m'a intéressée. Mais c'est vrai que ce n'était pas une obligation, en tout cas, de faire ce que j'ai fait, c'est-à-dire de faire le CQP et en parallèle faire une alternance. Ça a vraiment été de ma propre volonté. Mais j'ai souvenir que dans ma classe, on était une dizaine, alors 10 ou 15, ouais, une dizaine, 10, 15 personnes. Et j'étais la seule, en fait, à travailler comme ça pour une marque. Les autres, soit ils travaillaient dans des jobs, voilà, alimentaires, grande surface, etc. Et il y avait aussi d'autres personnes qui étaient beaucoup plus vieux, qui avaient déjà pas mal d'années d'expérience dans le domaine du travail et qui venaient pour une reconversion. Donc, c'est aussi ça que l'avantage du CQP, c'est que comme on n'a que 2 jours de cours dans la semaine, ça laisse le reste de la semaine pour pouvoir travailler ailleurs si on le souhaite. D'accord, mais du coup, alors ça m'étonne, peut-être que c'est moi qui ai pas forcément toutes les bonnes infos, mais alors là, je parle pas forcément de maquillage, mais il me semble que quand tu fais des études en alternance, que tu fais une école et que tu cherches une alternance, c'est l'école qui prend en charge, enfin c'est l'entreprise qui prend en charge tes frais scolaires et du coup tu travailles comme ça en alternance, tu vas un peu à l'école et un peu dans l'entreprise et tu es aussi un petit peu rémunéré. Là en fait de ce que tu me dis et tu me dis hein, si j'ai mal compris, j'ai l'impression que en fait tu as du coup payé ton CQP comme tu aurais pu payer une école parce que c'est un petit peu moins cher qu'une école, mais bon, quand même 5 000 € c'est un coût. Et, euh, et en fait, j'ai l'impression que tu as payé ton CQP et que à côté de ça, tu t'es trouvé un travail, mais comme effectivement, tu aurais pu travailler dans un boulot alimentaire complètement Oui, c'est ça. différent. Donc, du coup, Tout à fait. c'est pas Make Up Forever qui t'a pris en alternance et qui t'a permis du coup de faire le CQP. Toi, c'est toi qui as géré en fait ton inscription au CQP et à côté de ça, t'as pris du coup, t'as postulé un travail chez Make Up Forever à temps partiel. Exactement, tout à fait. C'est vrai que ce que tu viens d'expliquer, c'est quelque chose qui est réalisable, mais en tout cas dans l'école que j'ai faite, c'était dans le cas où j'avais peut-être déjà travaillé et c'est peut-être Pôle emploi du coup que j'aurais pu prendre en charge mon CQP. Mais en tout cas dans mon cas, à ce moment-là, je sortais du BTS et du coup, si je voulais faire ce CQP, bah, je le fais, je le paye. Mais à côté de ça, si je voulais faire une alternance, c'était vraiment de mon souhait. Après, bon, j'avoue que à l'époque, quand j'avais expliqué ça à l'école, ils avaient fait un peu un truc personnalisé par rapport à moi, parce que voilà, c'était vraiment ce que je voulais faire, c'était mon objectif principal. Donc ils se sont un peu adaptés, mais en tout cas voilà, dans mon cas, ça s'est passé comme ça. Après, je tiens à préciser que cette école-là, j'ai pas envie de citer le nom parce que j'ai pas envie de leur faire de la pub, mais c'est une école qui est privée et hors contrat. Donc, comme beaucoup d'autres écoles dans ce cas-là, ils font un petit peu à leur façon. Voilà, malheureusement. Donc voilà, en tout cas pour moi, ça s'est passé comme ça. Peut-être qu'aujourd'hui c'est différent, mais mais voilà. En tout cas, je ne regrette pas du tout cette expérience. Et du coup, bah, c'est vrai que ce que j'ai pu gagner avec Make Up Forever, j'ai pu moi de mon côté le mettre à part, voilà, pour me faire des sous. À ce moment-là, c'était là que je commençais à faire bah, je commençais à travailler, à gagner de l'argent, donc j'ai pu mettre ça de côté. Ok. Et bon, du coup, je te pose la question, mais au vu de ce que tu viens de dire, je me doute un peu de la réponse. Sans citer bien sûr le nom de l'école, comment s'est passé du coup bah, la partie. J'ai compris que Make Up Forever, ça s'était super bien passé, mais du coup, Ouais. la partie CQP, comment ça s'est passé? Comment était le kit? Parce que ça, c'est une problématique qui revient C'est une beaucoup. grande question. C'est Voilà. une grande question. Euh, Vraiment, moi, j'étais dans une dynamique. C'est vrai que quand j'y repense, tu vois, en t'expliquant ça, c'est vrai qu'à l'époque, j'étais dans une dynamique
incroyable. J'étais tellement passionnée que, en fait, je travaillais à la fois à l'école et au travail. Je travaillais vraiment pour moi, j'étais dans un kiff total. J'étais dans mon élément. J'étais comme un poisson dans l'eau. Donc, c'est vrai que je faisais, c'est vrai qu'à l'époque, je pouvais faire abstraction de certaines choses. Euh, mais c'est aujourd'hui, avec le recul, où je me dis que vraiment, il y a un vrai problème, je trouve, sur les écoles de maquillage et la réalité après dans le milieu du travail. Pour le coup, le kit qu'on avait en CQP et d'ailleurs en CAP esthétique, c'était un kit de la marque Essela. Franchement, faire apprendre enfin voilà, j'aime pas dénigrer la marque ou des produits, etc. Parce que bon, ils sont sur le marché depuis des années. S'ils sont toujours là, c'est que il y a une raison. Mais j'ai quand même le sentiment que de faire apprendre à des purs débutants du maquillage avec des produits tels que Estella, vraiment, c'est pas aider les élèves, quoi. Je trouve qu'il y a un tel paradoxe entre l'école de maquillage et ce qu'il peut y avoir ailleurs. En fait, on est censé apprendre des techniques, mais pas avec les meilleurs produits du marché. Et ça, je trouve ça profondément dommage. Aujourd'hui, tous les produits Essela de mon kit, j'ai même pas réussi à les vendre sur Vinted, hein, c'est pour dire. Je les ai tous mis voilà, à la poubelle parce que c'est des produits que je me suis très rapidement éloignée. En plus, c'est vrai que moi, je travaillais avec Make Up Forever, donc déjà la différence de qualité, elle était déjà énorme. D'ailleurs, j'utilisais plus Make Up Forever à mes frais plutôt que la marque que j'avais dans mon kit. Donc ça plaisait pas forcément à chaque fois, mais il y a un tel paradoxe entre ce qu'on nous propose à l'école en tant que débutant pour découvrir les techniques de maquillage et ce qu'est le maquillage et ce qui peut se trouver ailleurs en boutique avec des marques qui sont quand même beaucoup plus simples d'utilisation. Moi, j'ai depuis plus du tout utilisé les produits de mon kit. C'est dommage parce qu'on investit quand même de l'argent dedans. Au moment où on commence à les utiliser après sur le marché du travail, en fait, on se rend vite compte que c'est des produits qui sont pas vraiment performants, qui tiennent pas, qui sont pas pigmentés, qui vraiment ne nous aident pas du tout. Donc, je suis très vite passée sur d'autres marques. Et aujourd'hui, j'ai plus du tout ces produits avec moi parce qu'en plus, ils n'ont pas bien vieilli du tout. Notamment les fards à paupières, ils sont devenus poussière vraiment. Et pourtant, je pense bien utiliser et conserver mes produits. Mais voilà, c'est dommage, je trouve, qu'il y ait ce tel paradoxe entre ce qu'on nous apprend à l'école et ce avec quoi on nous a fait apprendre le maquillage et la qualité des produits qu'on peut trouver ailleurs. Mais j'imagine que c'est sûrement une question de budget. Mais Je t'avoue que je pense la même chose que toi. Je sais même pas franchement si c'est une question de budget ou plus une question de partenariat, tu vois, peut-être. avec les marques. Je pense que globalement, dans les écoles de maquillage, en tout cas, d'un point de vue vraiment CAP esthétique, bac esthétique, etc., je pense qu'il y a un réel problème, même juste sur ce qu'on nous apprend. Après, c'est vrai que moi, je pars du principe que si on veut commencer dans ce domaine-là, c'est quand même important de passer par une école. Mais par exemple, le CAP esthétique, ce qu'on nous apprend en maquillage, déjà, ça représente même pas 10% du programme global. Et surtout, le référentiel, il me semble, si je dis pas de bêtises, qui date de 98. Ouais, Je veux dire, ça a quand même évolué. Alors, je suis d'accord que les modes reviennent et repartent, mais quand même, il y a de nous apprendre à faire des teints avec des fonds de teint crème compacte. Je sais pas encore qui maquille comme ça. Vraiment, c'est ou alors dans des cas vraiment très particuliers dans le théâtre ou dans les opéras. Mais je trouve ça dommage, vraiment. vraiment. L'école nous apprend des bases, mais une fois qu'on sort de l'école, il faut surtout pas rester sur ce qu'on nous a appris. Je trouve qu'il faut continuer à se former continuellement. Ça, c'est valable pour n'importe quelle profession, mais d'autant plus dans ce domaine-là, qui évolue énormément. Je sais pas si tu te rends compte de ce que tu viens de dire, mais en gros, tu dis c'est important de faire une école, mais par contre, après, en gros, il faut continuer à se former parce que ça suffit pas. C'est quand même Ah bah terrible. non.
dire que tu investis, et c'est quand même beaucoup d'argent dans une école, pour qu'au final, à la sortie, limite, tu n'appliques plus et tu n'utilises plus ce que tu as appris. Enfin, Moi, moi, je ça, dirais que ce qui m'a sauvée, si je peux mettre de grosses guillemets sur ce terme, c'est le fait d'avoir travaillé avec Make Up Forever en parallèle. oui, bien sûr. Parce que je dirais que j'ai autant appris avec Make Up qu'avec mon CQP. Après, voilà, j'ai profité en tout cas de ce CQP pour prendre tout ce qu'il y avait à prendre. Il y avait notamment le concours Make Up Forever qui est organisé tous les ans. C'est vrai que depuis le Covid, j'ai l'impression que ça s'est un petit peu perdu, mais en tout cas, quand j'ai passé mon diplôme, on était en 2018. J'ai participé du coup au concours national de la marque qui se passe tous les ans au Congrès de l'esthétique. Et ça a été une aventure extraordinaire. Ça m'a permis de développer le maquillage artistique. Donc, je devais réaliser un face painting en 3 heures, si je dis pas de bêtises, mais ça a demandé beaucoup de préparation. Il a fallu que j'aille sur Paris. J'étais clairement pas obligée de faire ça parce que c'était en plus de mes heures de cours et de Make Up Forever en boutique, etc. Mais voilà, en tout cas, moi, j'ai pris tout ce qu'il y avait à apprendre. J'ai participé aussi au gala de fin d'année en réalisant un body painting toute seule pendant 8 heures. Donc, c'était une journée extrêmement longue et extrêmement fatigante physiquement et émotionnellement. Mais c'est une journée que je me rappellerai toute ma vie. Et voilà, je pense que c'est important, de toute façon, quand on est passionné, d'aller d'aller au bout et de profiter de toutes les opportunités qui se présentent devant soi. Bah, je comprends et c'est trop bien en fait toute l'expérience que tu as eue et je comprends que ça soit hyper enrichissant. Mais c'est vrai que quand j'entends ton parcours, ton expérience, dans un sens, je me dis effectivement tout ce que tu as fait parce que tu es quand même passé par l'esthétique, tu es passé par le BTS, tu es passé par ton CQP, par Make Up Forever, mais enfin, tu l'as dit, hein, tu as eu la chance d'avoir des parents qui ont pu te financer tout Ouais, ce parcours-là et tu étais chez tes parents, donc tu n'avais pas cette problématique de gagner de l'argent rapidement et tu pouvais te permettre en fait tout ça. Et c'est vrai que quand j'entends ton témoignage, je peux pas m'empêcher de penser à toutes ces personnes du coup qui n'ont pas cette chance-là ou même bien des sûr. personnes qui sont en reconversion parce que du coup je discute beaucoup via Instagram avec des personnes qui se lancent dans le maquillage ou qui se sont lancées il n'y a pas très longtemps et qui sont en reconversion ou qui n'ont pas un budget énorme en fait pour tout ça. Et je me dis, mais c'est fou, tu vois, qui est je sais pas comment expliquer, mais tu vois, qu'on doive investir autant d'argent pour, oui, ok, avoir une super expérience, tu as de super souvenirs, etc. Mais en même temps, il manque ce concret, tu vois, cette efficacité, parce que tu es passé quand même par beaucoup d'années, beaucoup d'expériences pour, oui, en retirer quelque chose d'intéressant pour toi. Mais encore une fois, tu as pu te le permettre et tu n'as pas gagné d'argent, en tout cas, pas un salaire qui permet de vivre Mm. et de rembourser, en fait, tout cet investissement. Donc, je trouve ça vraiment fou encore qu'en 2023, on est en 2023 maintenant, que tu vois qu'il n'y ait pas, je sais pas, quelque chose d'efficace, une école de maquillage où oui, ok, tu investis, mais tu as un bon kit, tu as les bonnes techniques pour te lancer concrètement dans le métier, tu as une aide, tu vois, qui te permet de créer ton entreprise, d'avoir tes premiers clients, enfin, tu vois tout ça. Je trouve ça fou Bien que sûr. Après, je pense que, en tout cas, l'école que j'ai faite, je pense que ils ont des programmes et des systèmes qui sont ancrés depuis plusieurs années et qui fonctionnent et qui n'ont pas réellement changé et qui n'ont pas adapté à la vitesse où évolue en fait notre métier. Parce que du coup, pour faire une transition, quand j'ai fait cette année-là, à la base, mon projet, c'était d'être commercial pour une marque. Donc, quand l'année s'est terminée, j'ai Make Up Forever qui m'a proposé le CDI sur un plateau. Ils étaient très contents de ce que j'avais fait. J'étais très contente également. Par contre, durant cette année, j'ai découvert que on pouvait être maquilleur à son propre compte. Et pour moi, ça, c'était pas possible. Moi, je pensais pas qu'on pouvait gagner sa vie
en étant maquilleur. Enfin, pour moi, ou alors il fallait qu'on travaillait dans le cinéma ou dans la pub sur Paris, mais je savais pas qu'on pouvait être maquilleur, voilà, sur Nantes, s'occuper de maquillage de particuliers, etc. Je pensais pas que c'était possible. Et j'ai toujours eu un caractère depuis que je suis toute petite. J'ai toujours été très, très indépendante, très solitaire. J'ai toujours eu ce côté entrepreneurial en moi. Je pourrais pas l'expliquer. Et je pense que les personnes qui sont entrepreneurs, c'est des personnes qui naissent comme ça. Je pense qu'on ne peut pas réellement le devenir. C'est ma façon de voir la chose. Et ce qui fait que quand j'ai commencé voilà, à travailler, je gagnais un petit peu d'argent. Je savais faire quelque chose. J'avais une expertise dans un domaine. Je savais faire un métier. Et je me suis dit, OK, bah, je me lance. Donc, j'ai refusé l'offre que me proposait Make Up Forever. Et à la sortie de l'école, je me suis dit, OK, bah, je me lance, je me mets à mon compte et je suis maquilleuse, quoi. Ah ouais. Encore une fois, beaucoup d'audace. Tu as refusé Ouais. le CDI chez Make Up Forever. Je pense qu'il y en a plein en écoutant ça qui ont dû avoir les oreilles. En fait, je suis partie d'un constat très simple. C'est qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que Make Up Forever, c'est une marque qui est là depuis les années 80. Elle fonctionne, elle tourne. Moi, je suis arrivée, j'ai mis tout ce que je pouvais, j'ai mis toute mon énergie, j'ai mis toute ma bonne volonté pour réussir les objectifs, les dépasser. On m'a félicité, on m'a remercié, etc. Et je me suis dit, en fait, Make Up Forever, ça tournait avant que je sois là et ça va continuer à tourner quand je vais m'en aller. Et j'étais face à d'autres personnes de d'autres marques parce que bah, quand on est dans un Sephora, il y a les vendeurs Sephora et il y a les animateurs de plusieurs marques. Et en fait, je me rendais compte qu'il y avait d'autres animateurs de d'autres marques bah, qui étaient là, mais qui étaient beaucoup moins investis, en tout cas de mon œil complètement extérieur. J'avais l'impression qu'ils étaient beaucoup moins investis dans le travail. Ils étaient moins passionnés par leur marque alors qu'ils étaient censés la représenter. Et au final, à la fin du mois, bah, on était payé pareil. Mais peu importe les efforts qu'on allait fournir, ça, c'est vraiment un truc qui me titillait. Et c'est pour ça aussi que j'ai voulu mettre à mon compte, c'est que je me suis dit, bah, si tu fous rien, bah, t'auras rien. Et si tu fais tout, bah, t'auras quelque chose. Voilà, c'est de là que ma façon de penser a évolué et que je me suis dit, bah, j'ai envie de travailler pour moi et l'énergie que je veux mettre, je veux que ce soit uniquement pour moi. Je comprends. Je comprends. Donc, du coup, on refuse le CDI et on crée sa société. Mhm. Ouais, tout à fait. Ok. Et tu Donc, sais, je suis sortie de l'école en juin. J'ai passé l'été, du coup, à faire les démarches pardon, administratives parce qu'en France, voilà, c'est une institution, l'administration. Donc, j'ai ouvert mon entreprise le 1er septembre 2018. ok. Question importante. Est-ce que tu as su quel statut utiliser? Parce que ça, je crois que c'est une des questions qu'on me pose le plus. Bah, il faut que je me déclare sous quel statut. Enfin voilà, cette question du statut, moi, je me la suis posée longtemps et on me la pose beaucoup. Donc, je te la pose à toi. Est-ce que tu as su directement quel statut, sous quel statut te déclarer? J'ai tout de suite su le statut qui allait me correspondre, donc qui est l'auto-entreprise. C'est vrai qu'en faisant 2 ans de BTS, on a quand même des bases entrepreneuriales, on a quand même des notions du droit, du marketing, de la communication. Donc j'avais quand même des fondamentaux grâce à mon BTS. Et puis bah, j'ai mon grand frère qui est dans le bâtiment, artisan peintre en auto-entreprise depuis une vingtaine d'années. Donc j'avais cet exemple-là grâce à lui où j'ai compris très vite que l'auto-entreprise, c'était fait pour moi, d'autant plus comme je me lançais. L'avantage, c'est que c'est un système qui est très simplifié. Donc il m'a montré pas mal de petites choses sur comment déclarer à l'URSSAF, parce que c'est vrai que quand on ne connaît pas, on se fait toute une montagne, alors qu'en réalité, il faut reconnaître que c'est quand même assez simplifié, contrairement à une société où ça va être beaucoup plus poussé. L'avantage de l'auto-entreprise, c'est que même si tu fais 0 de chiffre d'affaires, tu paieras 0 € d'impôt dessus. Donc, pour moi, c'était le plus logique. En tout cas, j'avais pas non plus, j'ai jamais touché de chômage, j'ai jamais
étaient en contrat de CDI. Bon, j'ai fait des jobs d'été en CDD, etc. Mais j'ai jamais eu d'aide. Je me suis vraiment lancée euh, à la sortie de l'école, donc j'avais pas du tout de revenus à côté. Donc c'était pas possible pour moi d'avoir d'avoir une société du coup, de devoir payer des charges alors que je faisais pas encore beaucoup de chiffre d'affaires parce que quand on se lance, c'est une chose qu'il faut savoir, c'est que la première année, on gagne pas grand-chose. Voilà, ça c'est quelque chose, faut le savoir. Moi, j'ai eu la chance, encore une fois, d'être chez mes parents. J'ai pu penser sereinement. Les 2 premières années de mon entreprise, j'étais chez mes parents. Donc, j'ai pu tout mettre de côté. J'ai pu me développer et me faire connaître tranquillement sans avoir la pression financière. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut cumuler le chômage et l'auto-entreprise. Il y a des systèmes maintenant, mais pour moi, l'auto-entreprise, c'était l'évidence. Ok. On va rentrer dans, entre guillemets, un peu le vif du sujet de pourquoi on enregistre le podcast aujourd'hui. Tu dis que les 2 premières années, c'est un peu compliqué d'en vivre. Il faut le temps de se faire connaître. Alors du coup, première question, comment tu as commencé à te faire connaître et à avoir tes premières clientes? C'est pareil, c'est une question qu'on me pose beaucoup. Donc voilà, si tu peux partager ton expérience sur le sujet, ça peut être très intéressant. Donc moi, je suis sur Nantes, donc sur l'agglomération nantaise. On est très peu de maquilleurs. En tout cas, quand je me suis lancée en 2018, on était très peu. Encore aujourd'hui, on l'est très peu. On est, je dirais, allez, 5-6, vraiment à être installés depuis plusieurs années, actifs, etc. Donc, il y a énormément de demandes et il y a très peu d'offres. Donc, j'ai très vite eu des clientes, à la fois en particulier, et j'ai aussi eu très vite des contrats avec des marques pour des séminaires ou pour de la publicité. Ce qui a été vraiment, je pense, le level qui a fait que je me suis fait connaître aussi rapidement. Bon, il y a ce facteur-là, mais il y a aussi le fait que j'ai pris le temps avant de me lancer, donc pendant le fameux été où j'ai fait toutes les démarches administratives, j'ai fait mon site internet. Donc, j'ai toujours eu une petite aisance au niveau de l'informatique. J'ai toujours aimé ça. Donc, j'ai toujours bidouillé des 2-3 petits trucs. Quand j'étais au collège, j'avais un Skyblog. À l'époque, j'aimais beaucoup tout ça. Donc, je bidouillais un petit peu 2-3 trucs sur l'ordinateur. Et pendant 2-3 mois, de juin à septembre, j'ai fait mon site. Je l'ai fait toute seule. Bon, aujourd'hui, il a évolué. Il a plus l'aspect qu'il avait au moment où je me suis lancée. Bien sûr, ça a évolué. Mais c'est ça surtout, je pense, qui m'a donné une vitrine, qui m'a donné matière à montrer mon travail, parce que sur mon site, il y avait à la fois les visuels de ce que j'avais réalisé, il y avait à la fois mes tarifs, une fiche contact. Voilà, donc j'ai tablé à la fois sur mon site internet et également sur Instagram. J'avais déjà beaucoup alimenté ce compte-là quand j'étais à l'école parce que je partageais les réalisations que je pouvais faire. Donc, ce qui fait que j'avais un petit peu d'abonnés. Je veux dire, j'ai pas créé un compte Instagram en partant de zéro. Quand je me suis mis à mon compte, je pense que je devais peut-être être aux alentours de 1500, 2000 abonnés. Donc, ça veut pas dire que c'était 2000 clients, on est d'accord, mais j'avais quand même une petite visibilité au début. Donc, les gens qui me suivaient ont pu repartager mon travail, ont pu en parler autour d'eux, etc. Donc, durant les 3 premières années, j'ai bénéficié de ça. J'ai fait quelques collabs aussi au début que je regrette pas du tout, mais franchement, les collabs, aujourd'hui, j'en fais plus parce que j'ai été vraiment très déçue. Généralement, ça peut être avec des photographes ou ça peut être avec d'autres prestataires, par exemple dans le domaine du mariage. Et dans les collabs que j'ai pu faire, il y en a très peu où j'ai pu récolter matière à communiquer dessus parce que soit mon maquillage n'était pas réellement bien mis en valeur, etc. Après, c'est peut-être aussi moi qui n'ai pas suffisamment ciblé les partenariats avec lesquels je travaillais. Mais en tout cas, voilà, j'ai accepté 2-3 petites choses à droite-gauche au début que je me suis lancée. Mais ce qui m'a surtout aidé, c'est mon site
et ma présence sur Instagram, le fait que je publie beaucoup en story et en publication, parce que de toute façon, on est dans un métier où il faut montrer ce qu'on sait faire. On est dans un métier d'image. Les gens, ils vont pas te choisir parce que parce que tu t'appelles Colline ou que tu t'appelles Mélissa. On va te choisir parce que tu as fait ce maquillage-là sur telle personne, sur cette photo-là, et que la personne aime le travail que tu as effectué. Je suis d'accord. Est-ce que tu te souviens des tarifs que tu proposais au début? Alors, au début, j'ai appliqué une politique plutôt de pénétration, je crois. Donc, oui, oui, c'est ça, hein. C'est quand on n'est pas très cher, c'est politique de pénétration, je crois, hein. Ouais, Euh, Au début, j'ai proposé des tarifs plutôt bas. En tout cas, dans la fourchette basse, j'ai pris les maquilleurs qui avaient dans ma région. J'ai fait un relevé de tarifs pour avoir une idée, parce que ça, c'est pareil, hein, à l'école, on ne nous apprend pas à fixer un tarif, ni à nous mettre à notre compte, ni à nous expliquer comment s'organiser, hein. On nous apprend juste à maquiller quelqu'un, ça s'arrête là. Mais tout ce qui est à côté, ça, par contre, on ne l'explique pas. En tout cas, dans l'école que j'ai faite, ça n'a pas été le cas. Donc, j'ai découvert ça un petit peu toute seule. Donc, j'ai fait un relevé de prix un peu à droite-gauche. Et puis, par rapport à ça, je me suis positionnée sur une politique de prix plutôt de pénétration, donc avec des tarifs plutôt attrayants. Il me semble que, par exemple, ce que je me souviens, c'était mon forfait marié qui incluait l'essai et le jour J. Je crois que j'ai dû commencer à 110 euros, quelque chose comme ça, plus les frais de déplacement que je devais faire à 20 centimes. Voilà, mais après, voilà, j'ai voulu adopter ces stratégies-là dans le but de me faire connaître. Et c'est vrai qu'au début, j'avais un gros problème du syndrome de l'imposteur. J'avais beaucoup de mal à qualifier mon travail et à dire, bah, mon travail, ça vaut ça. J'avais vraiment du mal à le tarifer. Donc, j'ai commencé comme ça et puis bah, petit à petit, j'ai augmenté mes tarifs parce que bah, petit à petit, voilà, je partais du principe que je pouvais, j'avais de plus en plus d'avis sur ma fiche Google, j'avais de plus en plus de recommandations, j'avais de plus en plus matière aussi à montrer mon travail. J'investissais de plus en plus dans des nouveaux produits, dans des nouvelles palettes de maquillage, etc. Parce qu'au début, j'utilisais les produits que j'avais dans mon kit et deux, trois petites choses que j'avais achetées pour compléter. Mais en complétant après mon matériel, etc., j'ai augmenté petit à petit. Aujourd'hui, je suis sur une politique de prix qui est plutôt dans une fourchette moyenne à haute, dans certaines catégories, voire peut-être un petit peu plus haute, parce que depuis, je me suis formée avec beaucoup de masterclass en ligne, des formations en présentiel, etc. Donc, je pense que c'est tout ça après qui met en confiance et qui fait que tu peux te permettre de pratiquer des prix euh, qui sont à la réalité. Je ne me serais pas vue mettre le même prix qu'une maquilleuse qui était là depuis 10 ans et qui avait qui avait plus d'expérience que moi, qui avait plus d'avis. Voilà, j'avais quand même cette réalité-là. Et puis, bah, c'est vrai que alors, à l'époque, moi, je me suis lancée en auto-entreprise. Les 3 premières années, au niveau de l'URSSAF, le pourcentage de le pourcentage de charge sur le chiffre d'affaires était diminué. Il me semble que maintenant, c'est uniquement la première année. Voilà. Donc, en fait, au fur et à mesure que les charges augmentaient, j'augmentais mes tarifs petit à petit. Ok. Et du coup, pour nous faire une petite progression concrète et réelle, en 2018, forfait marié 110 euros. En 2023, ton forfait marié, il est à combien? Alors aujourd'hui, mon forfait marié, il est à 180 et je suis donc pour un essai et ma présence ce jour J. Et au niveau des frais de déplacement, je suis à 50 centimes, 70 si c'est beaucoup plus loin avec tout ce qui va être payage, etc. Après, c'est vrai que 2018, quand je me suis lancée en septembre, de septembre à décembre, j'avais fait 0 € de chiffre d'affaires. Mon chiffre d'affaires, j'ai commencé à l'avoir à partir de janvier. Donc, ma première année de chiffre d'affaires correspond plutôt à 2019. Voilà, ça a été après progressivement. Ok. À partir de quand tu as pu avoir un revenu
on va dire, correct. Alors, quand je dis revenu correct, on va partir sur 1300 euros, tu vois, genre un SMIC. Un SMIC. Euh, à partir de combien de temps d'existence de ton entreprise? Bah moi, c'est simple. Quand je me suis lancée, je me suis dit, dans un an, il faut que je fasse un chiffre d'affaires équivalent d'un SMIC. Donc, c'est rigolo que tu prennes cet exemple-là parce que ça a été ma façon de penser. Donc, j'ai réussi cet objectif non pas en septembre, mais en août 2019. Donc, la première année, j'avais fait 9 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, j'ai pu obtenir du coup cet objectif à partir d'août. Parce qu'en plus, ça correspondait à la grosse période, notamment avec les mariages. Et puis bah, après, il y a eu le Covid. Voilà, donc Alors, attends, quand tu dis que tu as atteint en août, ça veut dire, et tu me dis si je me trompe, hein, ça veut dire qu'en août, tu as fait 1300 euros et ou à partir d'août, tu as fait 1300 euros, donc c'est-à-dire août, septembre, octobre, novembre, décembre, tu as fait 1300 euros, ou en août, tu as fait 1300 euros et ensuite, potentiellement, tu as fait un petit peu moins ou un petit peu c'est ce plus. qui s'est passé. Oui, c'est vrai que quand on est à son compte, on ne va pas gagner et on ne va pas faire le même chiffre d'affaires tous les mois de manière identique, surtout dans notre milieu. C'est vrai que c'est quelque chose où je me suis très vite confrontée à ça, c'est que je me suis rendu compte que le maquillage, bah, c'était très périodique. Euh, Après, je souligne aussi le fait qu'à Nantes, il n'y a pas énormément de projets professionnels, c'est-à-dire que à Nantes, il ne va pas y avoir de fashion walk, il ne va pas y avoir de cinéma. Ce qu'on va avoir en termes d'événements professionnels, ça va plutôt être des séminaires ou des événements tels que de la publicité, parce que quand on est au bord de la mer, voilà, il y a des spots qui sont plutôt cool. Ce qui fait qu'il y a quand même une grosse majorité au niveau de la clientèle qui est les particuliers. Donc, dans les particuliers, bien sûr, il y a les mariages. Donc, les mariages, c'est de mai à. Enfin, maintenant, c'est de plus en plus étendu, mais on va dire d'avril à octobre pour voir assez large. Mais par contre, effectivement, bah, j'avais atteint mon objectif de 1300 euros de chiffre d'affaires en août. Ça a été à peu près le même en septembre. Et puis, bon, octobre, heureusement, il y a Halloween. Donc, du coup, c'est resté à peu près sur le même niveau d'égalité. Par contre, novembre, décembre et janvier, le premier mois de janvier que j'ai vécu a été très dur. A été très compliqué parce que encore aujourd'hui, hein, janvier, c'est mon mois creux. Il se passe rien du tout. Enfin, beaucoup moins qu'à l'époque. Hein, bien sûr, c'est pour schématiser, mais vraiment, le mois de janvier, c'est un mois qui est, c'est pratiquement le néant. Et le premier mois de janvier, donc on était en 2020, j'ai eu vraiment ce coup de massue parce que j'avais l'impression d'avoir réussi, enfin, j'avais réussi mes objectifs de chiffres euh, durant l'été. J'étais appelée à droite-gauche, je recevais des mails de demande de rendez-vous et tout ça. Et au mois de janvier, plus rien. Il y a même des moments, comme en plus c'était le début, j'avais la sensation d'être débordée à envoyer des devis, etc. Bon, voilà, c'est le début. Mais au mois de janvier, il n'y avait plus rien. Et j'ai vraiment eu ce sentiment de me dire, ça y est, les gens, ils m'ont oublié. Ça y est, parce qu'en mois de janvier 2020, j'avais fait 600 euros de chiffre d'affaires. Enfin, vraiment, c'est que la marche, elle est quand même énorme. J'ai fait 2 fois moins de chiffres, mais parce que j'étais pas préparée à ça. Je savais que quand on était à son compte, on ne faisait pas le même chiffre d'affaires tous les mois. Mais là, tout s'est un peu arrêté d'un seul coup. Et puis bon, bah après, c'est reparti. Et puis bon, voilà, il y a eu le Covid en mars-avril. Mais oui, aujourd'hui, c'est une période que j'anticipe, que je sais qu'elle va arriver. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que je pars en vacances tout le mois de janvier. Voilà, donc maintenant, je le vis ce mois-là plutôt bien. Mais au début, c'était assez dur, cette sensation de se sentir oublié, de se sentir inutile, de se dire, ça y est, bah, les gens, ils n'ont plus besoin de moi. Oui, je comprends. Et c'est bien que tu en parles parce que parce que je suis persuadée que quand on se lance comme ça, ben, on est beaucoup en fait à avoir des moments de creux et à un peu paniquer. Alors encore une Mais fois, oui, t'as eu cette chance d'être chez tes parents et de pas avoir, je sais pas, d'enfants à charge ou ouais. de choses comme ça. Mais effectivement, ça peut être plutôt violent à vivre et un peu déconcertant.
Donc, Et puis démotivant aussi parce qu'on met tout en œuvre et puis on ne comprend pas. On se dit, ben, je comprends pas, je continue à communiquer, je travaille pourtant bien, j'ai eu des avis, mais en fait, c'est un facteur qui est extérieur et qu'on ne peut pas forcément contrôler. Au mois de janvier, il y a eu Noël avant, donc du coup, c'est vrai que les particuliers ont peut-être un peu moins de budget pour investir à l'époque, je faisais des cours d'auto-maquillage, etc. Les entreprises, c'est pareil, c'est plutôt un moment d'introspection, de bilan, donc ils vont moins investir dans de la communication, dans de la publicité, etc. Donc bah forcément, nous, en tant que maquilleurs, bah voilà, je ne sais pas si dans ton cas, tu le ressens aussi comme ça ce mois de janvier. alors, pour le coup, je l'ai pas tellement ressenti comme ça. Ça a été un peu en équilibre avec les autres mois, mais parce que moi, je propose des formations. Donc, c'est Ah des oui. formations pour les professionnels. Donc, forcément, c'est c'est des forfaits qui sont plus importants en termes de chiffre d'affaires que, par exemple, un Mhm. mariage que je fais sur un samedi. Donc, du coup, ça s'équilibre un petit peu, mais du coup, on rentre un peu dans le sujet qu'on va aborder juste après, qui est la diversification de services et qui est une des solutions en tout cas pour permettre d'équilibrer et de pouvoir vivre peut-être un peu plus sereinement cette fluctuation d'activité. Je suis d'accord avec toi, hein, quand on est make-up artiste, forcément la période de avril à octobre, je dis vraiment pareil que toi, c'est la période des mariages, donc forcément il y a plus d'activités, plus de chiffre d'affaires, et le reste de l'année, il faut bien réussir à maintenir un certain niveau de revenus. Euh, Mm. donc du coup, c'est bien de pouvoir diversifier un petit peu ses offres. Donc du coup, si je reprends un petit peu ton parcours, lancement de ton entreprise, donc auto-entreprise, tu commences à faire tes prestations. Et ensuite, il me semble, en tout cas dans le petit résumé que tu m'as fait juste avant l'enregistrement du podcast, tu m'as noté création de mon studio. Tout à fait. Juste après le premier confinement, j'ai donc emménagé dans un appartement. Et lorsque j'ai choisi, donc c'était avec mon conjoint, c'était important pour moi de trouver un appartement à la fois pour moi d'un point de vue personnel, mais aussi trouver un appartement où j'aurais pu créer une pièce dédiée à mon activité. Parce que pour mettre les choses un peu dans le contexte, j'ai vécu les 2 premières années de mon entreprise chez mes parents. C'était une chance d'un point de vue financier, etc. Par contre, mon bureau, c'était ma chambre. Donc, je faisais mes devis et mes factures dans ma chambre. C'est vrai que psychologiquement, ça devenait très compliqué. Même d'un point de vue personnel, sans rentrer dans les détails. Voilà. En plus, le Covid, ça a été le coup de massue, ça a été assez compliqué. Donc, c'était important pour moi d'avoir un espace qui était dédié à mon activité parce que ça se développait de plus en plus. J'avais envie aussi que ça se développe. Et c'est vrai que le fait d'être constamment en déplacement, il y avait beaucoup de choses que je trouvais pas forcément très pratiques. Le fait d'être sur les routes, le fait, mine de rien, de ne pas pouvoir faire beaucoup de clientes dans la journée. Donc, je parle notamment par rapport aux essais. Quand je devais me déplacer chez mes clients pour leurs essais, au mieux, je faisais 2 clientes dans la journée, mais c'est tout, parce qu'il fallait que je calcule au niveau des distances, du timing. Généralement, quand je fais un essai maquillage, on est pour 1 heure et demie, 2 heures si avec la cliente, voilà, elle a besoin d'apporter des modifications. Donc, c'est important pour moi de pouvoir recevoir, aussi pour des raisons de praticité, parce que j'avais comme ambition d'étendre en fait mes services. Je ne voulais plus faire que du maquillage, j'avais envie de compléter cette offre-là avec autre chose. Parce que, comme je le disais, le maquillage, c'est très périodique. Et autant sur l'aspect du rythme de travail, d'avoir 6 mois dans l'année où on n'arrête pas, on court partout, et 6 autres mois dans l'année où c'est beaucoup plus calme. Et j'avais la sensation de devoir chercher du travail, de devoir attendre que des clientes ou des professionnels m'appellent pour me donner du travail et donc faire du chiffre, parce qu'il faut dire aussi que voilà,
Moi, je fais ce métier par passion, mais il faut aussi qu'à la fin de l'année, je puisse payer mes courses, hein. Voilà, faut aussi le rappeler. Donc, j'avais envie d'étendre mes services, j'avais envie de me développer. Et en plus, bah, j'avais beaucoup de clientes ou de professionnels qui me demandaient est-ce que vous faites la coiffure, ou est-ce que vous faites les ongles, ou est-ce que vous faites les extensions de cils. Donc, j'avais des petites choses comme ça qui venaient à moi. À chaque fois, je disais bah non, vous pouvez contacter ma collègue qui va vous. Voilà. Et mes clientes, ils y allaient, elles allaient sous mes recommandations chez d'autres professionnels. Et je me suis dit il y a quelque chose à faire, il y a une carte à jouer. J'ai envie de développer ça. Donc, la coiffure, je me suis posé la question à un moment donné. Et j'avais pas envie d'apprendre à faire des couleurs, des balayages, tout ça. J'avais vraiment l'impression que le maquillage, c'est déjà un énorme bloc. La coiffure, c'en est un également. Je me voyais mal faire deux énormes blocs comme ça en simultané. Voilà, je le visualisais pas trop comme ça. J'aurais fait que du coiffage, mais du coup, j'aurais pas pu me qualifier réellement en tant que coiffeuse si du coup je faisais pas de couleurs. Voilà, c'était pas réellement très clair dans ma tête. Les ongles, bah, c'est pareil, c'est vrai que ça peut être complémentaire du maquillage aussi, mais c'est au niveau des mains. Et puis, voilà, il y a un truc qui me gênait un petit peu. Et je suis très vite tombée sur la beauté du regard. Parce que je me suis fait cette réflexion de me dire, bah, quand on est maquilleur, on sublime un visage. Donc, je vais pousser cet aspect-là pour devenir experte du visage. Quand on est maquilleur, on va prendre des fossiles, on va les coller et le soir, la cliente va les enlever. Ça paraît autant logique quand on va coller des extensions avec une colle qui va durer 3 à 5 semaines. On est dans dans la même dynamique, mais c'est juste qu'on va proposer des services qui vont être semi-permanents. Donc, j'ai créé cet espace-là aussi en me disant, pour faire évoluer mes services, j'aurai également la possibilité de pouvoir accueillir mes clientes. Ok. Et vraiment, est-ce que c'était cette envie, en fait, alors pour la création du studio, je comprends complètement. Moi, je le propose aussi, du coup, bah, à la maison, en fait, ça me permet de recevoir plus de clientes et d'avoir un certain confort aussi, hein, on va pas se le cacher. J'ai mes éclairages, j'ai Ben, bien sûr, bah oui. matériel. C'est un gain de temps énorme de les recevoir à la maison plutôt que de faire la valise, de déplacer les éclairages, la chaise, de s'installer là-bas, de tout ranger. Enfin bref. De la porter, de monter 5 étages Voilà, sans ascenseur. voilà, on est d'accord. Donc ça, je comprends totalement et je pense que ça fera sens auprès de beaucoup. Mais du coup, pour la diversification en du coup extension de style, là tu nous parles de l'extension de style. Je comprends que du coup, il y avait la demande auprès de ta clientèle, mais est-ce que tu as aussi fait ce choix parce que tu pensais que ça pouvait te permettre du coup de consolider tes revenus, ou c'est vraiment une intention de diversifier parce que, je sais pas, tu avais envie d'apprendre autre chose, c'était quoi vraiment comment dire? C'était un petit peu les deux. Donc, ça a été un cheminement dans ma tête, mais je dirais que ça a été les deux. Ça tombait sous le sens à ce moment-là de ma vie. Euh, Parce que voilà, je faisais beaucoup de maquillage beauté et j'ai surtout été très vite confrontée à des cas où je me sentais limitée avec le maquillage. D'accord. Par exemple, je prends l'exemple d'une cliente, j'en ai eu plusieurs, hein, mais par exemple, je pense qu'en tant que maquilleur, on a tous eu au moins une fois une cliente qui venait se faire maquiller et qui a naturellement des cils plutôt droits, voire tombants, parce qu'ils sont généralement assez longs et donc très lourds pour le bulbe. Donc, du coup, ils ont une inclinaison plutôt vers le bas. C'est aussi le cas quand on a un client qui est d'origine asiatique et qui a des cils très lisses. Et on fait le maquillage des yeux, on fait un super liner étiré, on met le meilleur mascara qu'on a dans notre kit. Et en fait, quand la cliente nous regarde, ben, on voit pas ses cils. Donc, ok, il va y avoir le recourbe cils, mais il y avait ce petit truc où j'étais un peu frustrée
au niveau des résultats que je pouvais obtenir uniquement avec le maquillage. Et sur Instagram, je suis énormément de comptes, notamment de comptes de professionnels, surtout des pays de l'Est, parce que les extensions de cils, la beauté du regard, elle vient notamment de Russie et puis de beaucoup de pays de l'Est, ça va être beaucoup plus développé. Et je me rendais bien compte que le maquillage, ça suffit pas, ça sublime, mais ça va pas transformer un défaut, entre guillemets, qu'on peut qualifier comme étant un défaut, avec que du maquillage. Donc, c'est pour ça que je me suis dirigée vers l'extension de cils et donc le rehaussement de cils, parce que ça va un petit peu ensemble. Et j'ai tout de suite vu des effets qui changeaient complètement la perception du travail de maquillage. Je le voyais aussi vraiment comme une aide et comme un accompagnement auprès de la cliente, parce que je vais aussi prendre l'exemple d'une cliente qui par exemple, pour un mariage, qui me disait, bah oui, mais du coup, moi, je pleure énormément. Même quand je mets un super mascara waterproof, ça coule malgré tout. Ouais, extension de cils, du coup. Bah oui, mais je le fais pas, donc vous allez aller voir ma collègue. Et le jour J, quand la cliente venait avec ses extensions et que je faisais son maquillage, le résultat était incroyable. Il était tellement différent que si j'avais juste mis du mascara avec des fossiles, même si on utilise des super fossiles, ça reste quelque chose qu'on colle au niveau de la paupière, donc la cliente le sent, etc. Extension de cils, on ne le sent pas du tout parce qu'on colle extension par extension sur chacun des cils. Et en aucun cas, ça touche la paupière, c'est juste en suspension sur le cil naturel. Donc, j'avais vraiment envie d'aller plus loin dans le résultat du maquillage que je pouvais proposer. Et c'est aussi pour ça que tout récemment, j'ai également ouvert mes services aux sourcils parce que, idem, une cliente qui ne s'est jamais épilé des sourcils de sa vie, ou une cliente qui, au contraire, s'est beaucoup épilée par le passé et qui, du coup, ont des sourcils super, super fins. Moi, en tant que maquilleuse, je vais prendre mon meilleur crayon et puis mon meilleur fixateur pour lui redessiner les sourcils. Je vais passer un temps fou parce que, selon les cas, il va y avoir besoin de plus ou moins de corrections. Mais quand il y a besoin, par exemple, de faire une restructuration complète des sourcils, et pareil, je les envoyais vers des collègues qui s'occupaient de leurs sourcils. Et bien sûr, le jour J, par exemple, dans un mariage, la différence, elle était énorme parce que le regard était mis en valeur. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je combine à la fois la beauté du regard et la beauté des sourcils pour accompagner mes clientes et pour aussi les fidéliser parce que c'est vrai que le maquillage, j'avais aussi cette frustration de ne voir mes clientes qu'une seule fois ou deux parce que quand on veut se faire maquiller, c'est pour un événement. On va rarement se faire maquiller juste parce qu'on a envie de se faire maquiller, c'est parce que derrière, il va y avoir, je sais pas, un anniversaire ou un mariage ou voilà. Mais quand on propose des prestations pour les sourcils et pour les cils, la cliente, on la voit tous les mois parce que tous les mois, elle vient faire son remplissage ou elle vient refaire la teinture de ses sourcils, etc. Donc, il y a une vraie fidélisation. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai au moins 1 à 2 clientes par jour. Avant, je travaillais surtout le week-end, mais j'avais très peu de clientes en semaine. Aujourd'hui, avec la beauté du regard, je peux avoir un planning complet toute la semaine. Et ça, c'est super. Ouais, franchement, c'est top. Alors, franchement, c'est hyper intéressant ce que tu racontes et c'est trop drôle parce que moi, personnellement, j'ai fait une formation pour les extensions de cils. Je l'ai fait quand je travaillais encore chez MAC. Donc, ça remonte à un petit moment. Mais parce qu'en fait, je sais pas, c'est une technique qui me plaît, qui me plaisait, qui me plaît encore. Et j'avais adoré faire cette formation. J'avais commencé à avoir quelques clientes, mais c'était compliqué à gérer. Je vais pas rentrer dans les détails, mais c'était compliqué à gérer pour moi. Et du coup, j'ai
un peu mis de côté. Et je t'avoue que bon, c'est quelque chose auquel je pense parce que vraiment, c'est un truc que j'ai adoré faire. Alors, ce serait même pas, tu vois, pour une question de revenus ou quoi que ce soit, mais parce que vraiment, je sais pas, c'est une technique que j'adore. Mais en fait, pour moi, dans mon esprit, c'est un peu un frein et c'est un peu euh, ça va vraiment être à l'opposé de ce que tu nous as raconté. Mais pour moi, dans ma tête, c'est un peu à l'opposé du maquillage, ou en tout cas, c'est pas compatible. Pour le Mm. recouvrement de cils, je suis franchement 100% d'accord, hyper compatible par rapport aux cils. Enfin, tu l'as super bien expliqué, je vais pas revenir dessus, mais je suis 100% d'accord. Pour les sourcils, je suis pareil, 100% d'accord. Pareil, c'est quelque chose que je sais faire, que je propose pas parce que voilà, je me focus sur d'autres choses. Mais pour les extensions de cils, mes clientes, je pense, je vais dire, allez, 3 clientes sur 5 me posent la question, est-ce que je peux faire des extensions de cils avant mon mariage? Qu'est-ce que vous en pensez? Quel est le mieux? Presque. Enfin voilà, tu vois un peu le truc. Et pour avoir maquillé des clientes avec ces extensions de cils ou sans extension de cils, hein, qui est la majorité du coup de mes clientes, je trouve que les clientes qui ont des extensions de cils, une fois que le maquillage est fait, je trouve que le résultat est pas si ouf que ça parce que bah, tu sais, il y a les fards à paupières, les pigments, les paillettes, les choses comme ça. Et du coup, je trouve que une fois que tu maquilles sur des extensions de cils, ça enlève un peu l'intensité, tu sais, du noir au niveau des cils. Alors que quand je mets par exemple du mascara et des faux cils, forcément le mascara je le mets après, les faux cils je les mets après, donc du coup le résultat est selon moi impeccable et intense. Donc ça, c'est la première chose, mais je suis persuadée du coup que tu vas me répondre et je suis trop intéressée d'avoir ta réponse. Donc c'est pour ça que je le demande, comme ça les gens qui nous écoutent vont pouvoir l'avoir aussi. Et deuxième chose, qui, qui est un frein en tout cas pour moi, et peut-être que tu vas me l'enlever, je me dis que quand une cliente a des extensions de cils, quand elle doit se démaquiller après, donc on est d'accord que quand elle vient me voir, quand elle vient me voir en tant que professionnelle du maquillage, c'est pour avoir un vrai maquillage, donc il va y avoir un bon démaquillage à la fin de la journée. Et du coup, je me dis que quand elles enlèvent leurs faux cils, quand elles enlèvent leur mascara, hop, elles se démaquillent, il n'y a pas de souci. Mais que quand elles vont démaquiller le maquillage que j'ai fait avec des extensions de cils, bah, elles vont galérer. Et du coup, j'avoue que je suis moins à l'aise avec ça. Mhm. Voilà. Alors, effectivement, bah, je te rejoins sur ce que tu dis, mais effectivement, je dirais plutôt qu'il faut apprendre à maquiller avec des extensions de cils. Au début, parce que dans les extensions de cils, il faut savoir qu'il existe deux intensités bien différentes. Il y a le cil à cils, donc qui consiste à mettre un seul cil sur chacun des cils, et le volume russe, où on va coller plusieurs cils par cil. Donc on peut coller de 2 cils jusqu'à 6 à 8 cils par cil. Donc la différence, elle est quand même assez importante. C'est vrai qu'au tout début, je prends encore l'exemple des mariés. Au début, j'avais tendance à, voilà, à leur proposer voilà, le cil à cils quand c'est dans le cadre d'un mariage, etc. Et effectivement, j'ai moi-même constaté que quand on faisait un maquillage avec des extensions de cils, le résultat, effectivement, il n'était pas forcément flatteur parce que, bien sûr, bah, il va y avoir des dépôts qui vont se créer au niveau des extensions. Donc ça, c'est la première chose. Donc c'est pour ça que moi, je conseille toujours de faire des extensions de cils très intenses, avec un volume russe plutôt sur du 4 ou du 5D. S'il y a des personnes qui sont dans les extensions qui nous écoutent vont comprendre ce que j'évoque. Ça correspond du coup à 5 cils par cil pour avoir vraiment une frange très fournie qui paraîtra très sophistiquée et assez intense quand la personne est démaquillée et qui finalement va amener à un effet ultra mascara et fossile naturel une fois maquillée. Ouais, ouais. Voilà, dans l'idée. Et puis pour ce qui est du démaquillage, il faut
utiliser en fait un shampoing spécialement adapté aux extensions de cils. Donc ça, c'est normalement quelque chose que la personne qui pose les extensions doit fournir à la cliente pour qu'elle puisse les entretenir, parce que voilà, les extensions, ça s'entretient dans le quotidien. Donc, il faut utiliser un shampoing adapté aux extensions qui donc ne va pas abîmer la rétention, la tenue, et qui va en même temps permettre à la cliente de se démaquiller. J'ai des clientes et j'ai moi-même, à titre purement personnel, quand j'ai des extensions, ça ne m'empêche pas de mettre un liner waterproof et de me démaquiller le soir sans grande difficulté avec un shampoing de cils. Par contre, effectivement, se démaquiller les yeux avec des extensions de cils en utilisant un coton et du démaquillant bleu waterproof, effectivement, là, non seulement la cliente va galérer, et en même temps, ça va pas être non plus très recommandé parce qu'il y a des fibres de coton qui peuvent rester coincées dans les extensions. Après, je dirais que c'est un petit peu la même comparaison que quand on a des extensions sur les cheveux. On va pas se nettoyer les cheveux de la même façon que quand on a des extensions. Forcément, quand on rajoute quelque chose, il faut s'adapter. Donc, bien sûr, je vais passer un peu plus de temps à me démaquiller quand j'ai des extensions que quand j'en ai pas. Mais dans l'idée, franchement, quand on trouve des petites astuces, etc., maquiller avec des extensions, c'est pareil, ça demande notamment à utiliser une base sur les yeux qui soit assez collante et qui accroche bien le pigment pour minimiser au maximum les chutes sur les extensions. Idem pour ce qui est du maquillage du teint, utiliser une houppette en écrasant bien la poudre, etc., pour minimiser les chutes qu'il pourrait y avoir sur les extensions au niveau de la poudre, au niveau des fards à paupières, des paillettes, etc. Après, il y a toujours la solution d'utiliser un goupillon avec rien dessus pour brosser les extensions et enlever un maximum de chutes qui a pu tomber dessus. Mais voilà, c'est sûr que ça s'apprend, c'est un coup de main à prendre. Mais une chose est sûre, c'est que quand on veut se faire maquiller, il faut plutôt privilégier un volume russe pour que, une fois le résultat terminé, les cils ressortent correctement. Parce qu'un cil à cils, limite, ça fera comme si la cliente n'avait pas de mascara. C'est vrai que c'est un petit peu étrange, hein, cet effet d'optique. Mais voilà, moi en tout cas, c'est le cheminement que j'ai pu découvrir avec l'expérience et du coup que je conseille maintenant à mes clientes et qui fonctionne plutôt bien. Ok, bon, en tout cas, c'est hyper intéressant parce que c'est vraiment un truc qui revient, je pense, à pratiquement toutes mes mariées. Elles me posent la question de est-ce qu'elles se feraient pas faire une extension de cils, parce que je comprends, hein, c'est sympa, même pour le lendemain, souvent il y a un brunch ou des trucs comme ça, donc j'ai envie d'avoir un beau regard. Mais franchement, ouais, 99% du temps, je leur déconseille parce que vraiment, hein, pour mes clientes que j'ai maquillées avec extension de cils, ça m'est même arrivé de rajouter par-dessus une frange de faux cils, alors plus ou moins intense, hein, mais pour avoir cette intensité-là, et puis aussi souvent pour rattraper un petit peu la pose d'extension de cils, ça c'est C'est autant. vrai que je dois reconnaître que l'extension de cils, je ne pensais pas que c'était aussi compliqué. Vraiment, quand j'ai été faire ma toute première formation sur les extensions, bon, je me suis dit, ah oui, quand même, c'est assez technique. Du coup, toi-même, tu disais que tu avais fait une formation et que tu avais exercé, donc je pense que tu comprends ce que je veux dire au niveau du positionnement des mains, etc. Mais c'est un vrai métier. C'est tellement minutieux. Il faut avoir tellement de patience pour coller des extensions de cils parce que le rehaussement et les sourcils, bon, enfin, avec de la pratique, on arrive facilement à trouver ses marques, etc. Moi, ça fait vraiment depuis 2 ans, enfin, c'est juste maintenant que je suis satisfaite des poses d'extension que je fais. Parce que, effectivement, au début, on peut pas coller des extensions sur tous les cils parce que sinon, on prendrait 8 heures à le faire. Aujourd'hui, j'arrive à faire une pose d'extension entre 80 et 90% en 2 heures et demie de temps. Mais au début, je pouvais pas me permettre de faire ça. Je pouvais pas coller
plusieurs extensions à la minute. C'est vraiment de la pratique. Il faut être très patient, il faut être persévérant. Et ce qui est très important, c'est surtout de se former, de pas juste faire une formation, c'est de se former à droite-gauche avec différents techniciens qui vont nous apprendre des techniques et des positionnements de main différentes. Et c'est ça surtout qui fera la différence sur le résultat du travail. Ouais, et puis, enfin, je suis d'accord avec toi pour la minutie, la patience, etc. Mais avant de faire la formation, comme je te dis, j'étais chez Mac, donc je voyais beaucoup, beaucoup de clientes, forcément beaucoup avec des extensions parce que c'est quelque chose qui se fait, qui se faisait et qui se fait encore beaucoup. Et c'est au niveau, tu sais, du positionnement en fait des cils qui peut changer Oui, complètement la forme d'un regard, enfin, comme quand on pose des faux cils, hein, d'ailleurs. Mais mais sur ça, autant il y a il y a des clientes qui viennent me voir avec une pose d'extension de cils magnifique et ça leur fait un regard incroyable. Autant j'ai des clientes qui viennent avec une pose d'extension de cils. Je leur dis, hein, de toute manière, si vous faites des extensions de cils, pourquoi pas, mais par contre, si la pose correspond pas à la forme de votre œil, vous ne met pas le regard en valeur. Enfin, moi derrière, avec le meilleur des maquillages, je peux pas faire grand-chose, quoi. bien Donc, sûr. donc sur ça, ouais, je suis complètement d'accord avec toi. C'est hyper technique et c'est pas juste coller un cil sur un cil. C'est aussi prendre en compte l'œil de la personne et la forme de la paupière. Et enfin voilà. Donc on va pas rentrer dans le sujet, c'est pas le but. Mais ouais, l'extension de cils, je trouve ça magnifique et j'adore cette technique. Mais avec le maquillage, voilà, j'avais certains freins et c'était trop, trop intéressant du coup d'avoir ton avis et tes réponses. Du coup, pour revenir un petit peu sur le sujet entreprise, maquillage et du coup chiffre d'affaires aussi, depuis que tu as diversifié tes offres, euh, quelle a été l'évolution de ton chiffre d'affaires? Mon chiffre, il a doublé, en fait. J'ai fait 55% de chiffre d'affaires en plus. Et au-delà de l'aspect chiffre d'affaires, j'ai surtout cette fidélisation que j'ai avec la cliente qui revient tous les mois. Après, c'est vrai que c'est un métier où il y a pour le coup beaucoup plus de techniciennes de cils qu'il peut y avoir de maquilleurs, par exemple. Donc, il y a une concurrence qui est quand même beaucoup plus large. Donc, aujourd'hui, je communique toujours dans ces dynamiques sur les réseaux sociaux et sur mon site web. Mais il y a quand même beaucoup cet aspect de confiance, cet aspect où il va y avoir la recommandation et le bouche à oreille. Donc c'est vraiment maintenant que, en tout cas l'année 2022, où j'ai commencé à avoir cet effet de bouche à oreille et de recommandation, parce que ça reste les yeux, c'est pas anodin, c'est pas du maquillage qu'on va démaquiller le soir. Je veux dire, en maquillage, le seul risque qu'on pourrait avoir et être confronté, ça va être une réaction allergique. Quand c'est des extensions de cils, ça reste quand même les yeux et la santé des yeux. Donc, il y a des risques qui sont quand même beaucoup plus importants et il y a beaucoup de clientes qui sont méfiantes, qui sont réticentes parce qu'il y a eu beaucoup de désastres. Donc, il faut mettre en confiance la cliente, il faut il faut faire connaître son travail, etc. Mais en tout cas, voilà, là maintenant, l'année dernière, j'ai fait 25 000 euros de chiffre d'affaires et je sais très bien que j'aurais pas pu atteindre ce montant-là si j'avais pas diversifié mes services et mes offres. Ouais, bien sûr. Franchement, trop bien, trop intéressant. Je vais passer au point suivant, en tout cas, que tu m'avais noté et que je pense qui va être super intéressant. Tu m'as parlé de ta vision du métier de maquilleur qui avait changé au fil des années. Qu'est-ce que tu entends par là? Donc, c'est toujours dans cette suite d'avoir étendu mes services. En fait, j'ai vraiment eu ce déclic de me dire que finalement, en tant que maquilleur, quel est notre métier? Ça va pas être de prendre un produit de maquillage et l'appliquer sur un visage. Ça va être de sublimer un visage. Donc,
pour moi, c'est comme ça que je vois le métier à présent. C'est le fait que je sublime un visage, que je le corrige avec ses imperfections, que je sublime les atouts que le visage peut avoir. Et si pour ça, il faut que j'utilise du maquillage ou des extensions de cils ou faire une épilation des sourcils pour avoir un beau résultat, en fait, moi, ce que je vise, c'est le résultat et non le chemin que je vais prendre. Euh, et c'est vrai que je trouve que ces 5 dernières années, il se passe quelque chose dans le domaine de l'esthétique et du maquillage, notamment grâce aux réseaux sociaux. On voit de plus en plus de contenu, on voit de plus en plus de techniques et de technologies s'avancer et puis devenir de plus en plus performante et incroyable. Et il y a notamment quelque chose qui me fascine beaucoup, c'est la micropigmentation. J'ai moi-même, à titre personnel, fait un micro-blending sur les sourcils. Donc, ça consiste donc à se faire un tatouage semi-permanent sur les sourcils. Moi, personnellement, ça m'a changé la vie parce que j'ai les poils qui sont de nature blonde et j'en ai pas beaucoup et ils étaient très fins. Donc, j'étais obligée de les maquiller tous les jours. J'étais voilà, obligée de les corriger, de les faire bien symétriques, etc. Et la micropigmentation, finalement, me permet aujourd'hui d'avoir des sourcils 24 heures sur 24 et plus juste le matin quand je les maquille et quand je les enlève le soir. Et j'ai une couleur qui me convient parce que des fois dans le maquillage, notamment quand on est blonde, bon je le suis plus maintenant, mais à l'époque j'étais blond polaire et j'avais vraiment du mal à trouver toujours la bonne couleur pour mes sourcils, soit c'était trop foncé ou soit c'était trop orangé. Et je trouve que voilà, avec ce que j'appelle la beauté semi-permanente, ça nous permet, nous, en tant que professionnels, de donner un résultat plus performant à la cliente et surtout de lui donner et de lui offrir quelque chose qu'elle va pouvoir profiter pendant plusieurs semaines ou plusieurs années quand on fait de la micropigmentation. Et c'est ça que je trouve incroyable parce que le maquillage, j'ai un peu cette frustration de me dire que j'ai passé 1 heure à la maquiller et que ce soir, elle va devoir tout enlever. J'aime beaucoup quand la cliente se découvre et qu'elle se trouve jolie et qu'elle elle se trouve belle, etc. Mais au fond de moi, je sais que le soir, elle va l'enlever. Et j'ai souvent eu des clientes qui m'ont dit ah bah, je vais faire en sorte d'en profiter un maximum pour m'enlever ce soir, tout ça. Alors que, bah, je reprends l'exemple des extensions de cils, j'ai exactement cette même satisfaction et la cliente qui vient 3 ou 4 semaines plus tard pour que je lui fasse un remplissage, et ben elle a encore cette satisfaction. Et ça, je trouve ça incroyable, le fait de pouvoir offrir de la beauté semi-permanente. Je trouve que la dimension est infinie, que le maquillage est très complémentaire de tout ça. Tout ça gravite autour de ça. Et aujourd'hui, ouais, on a des technologies qui sont incroyables parce que quand on parlait d'extension de cils ou de microblending, il y a même 5 ans de ça, fallait pas se tromper de prestataires et il y en avait pas non plus énormément. Aujourd'hui, ça se développe de plus en plus et je pense que on va être de plus en plus sur ces terres d'être belle tout le temps entre guillemets. Notamment, ça me fait penser, par exemple, quand il y a des influenceurs, par exemple, qui peuvent faire des stories sur Instagram, ils vont mettre des filtres pour donner un effet maquillé. En fait, je pense que c'est ça ce que les gens aujourd'hui recherchent, c'est d'avoir cet effet maquillé constamment qu'on peut facilement obtenir avec bah, les extensions ou les rehaussements ou la micro-pigmentation. Et j'aimerais, en tout cas, dans les prochaines années, me diriger vers tout ça, vers le maquillage semi-permanent, parce que bah, c'est du maquillage, mais semi-permanent. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à me dire, voilà, je vais étendre mes services, quand je le raconte, on a l'impression qu'il s'est passé 2 jours, mais il s'est quand même passé plusieurs mois de réflexion, parce qu'en fait, j'avais peur de m'enlever l'étiquette de make-up artiste. Parce que ça fait 3 ans que je parlais au monde entier que je suis Colline, make-up artiste. Ah, mais là maintenant, je vais faire des extensions de cils. Donc j'avais l'impression que ça allait pas ensemble.
J'avais l'impression que j'allais m'enlever cette étiquette et que j'avais pas le droit finalement de pouvoir faire ça. Donc je me mettais un peu cette barrière toute seule, hein, j'en ai conscience. Jusqu'au jour où voilà, j'ai eu cette réflexion de me dire, mais en fait, ça reste du maquillage, quoi. C'est juste que je le fais différemment, avec des outils différents. Je mets ça un peu au même niveau que lorsqu'on va faire du maquillage artistique, par exemple, bah, ça va pas poser problème d'utiliser un pinceau pour peindre une toile plutôt que de prendre un pinceau de maquillage, par exemple. Ou pareil, dans les effets spéciaux, on peut facilement prendre des produits qui n'ont rien à voir avec le maquillage, comme par exemple la glycérine végétale pour faire des prothèses, etc. C'est pourtant pas un produit de maquillage, mais c'est un produit annexe qui nous aide à faire du maquillage. Voilà, et je pense que c'est un train à prendre que personnellement j'ai envie de prendre. Et puis voilà, ma vision Et puis en actuellement. fait, je comprends cette pensée que tu peux avoir, que dans le sens tu es maquilleuse et du coup tu dois faire du maquillage et pas forcément autre chose. Mais en soi, enfin, c'est une question d'étiquette, une question de case. Tu l'as hyper bien expliqué et on sent que tu es passionnée de tout ça. Tu veux mettre en valeur un visage. Tu utilises tes talents de make-up artiste. Tu utilises aujourd'hui d'autres de tes capacités, d'autres de tes talents que tu as développés. Et, euh, et en soi, c'est OK, quoi. Il n'y a pas besoin de... Enfin, c'est pas grave, tu vois, de ne pas être que make-up artiste. Tu vois, tu as créé ta société, c'est un tout pour sublimer une personne et je trouve ça vraiment cool. Bah, je pense qu'effectivement, c'est important de s'écouter. Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse aussi sur le métier de maquilleur. C'est vrai que moi, quand je me suis lancée, quand j'ai fait mon école de maquillage, bah, j'ai appris le maquillage beauté, mais j'ai aussi appris à faire de l'artistique et des effets spéciaux. Et j'ai développé une énorme passion pour ça. Je me suis développé vraiment un sens artistique incroyable. J'adorais faire ça. Et puis, je me suis lancée à mon compte. Et je vais le dire parce que je pense qu'il y a d'autres personnes qui pensent la même chose que moi ou qui n'osent peut-être pas le penser. Mais quand on est maquilleur comme ça à son compte, il faut quand même reconnaître que l'artistique et les effets spéciaux, c'est quand même pas ce qu'on fait le plus. On fait beaucoup de beauté, mais moi, au début, je me mettais un peu un voile sur les yeux parce que j'aime tellement ça que, bon, voilà. Mais à un moment donné, je suis partie du constat de me dire, bon, l'année dernière, j'ai fait combien de fois d'effets spéciaux? Bah, 2 fois, à Halloween et à un autre événement parce que c'était une pub qui nécessitait des effets spéciaux. Et l'artistique, j'en ai fait combien? Bah, une seule fois quand j'ai travaillé à l'opéra. Et du coup, j'ai eu cette frustration de me dire, mais en fait, il y a une différence entre être passionné par quelque chose et puis aimer quelque chose et pouvoir en vivre réellement. Je pense il y a des maquilleurs qui peuvent être très bien en tant que maquilleurs effets spéciaux et prothésistes, mais qui du coup vont être surtout dans le milieu du cinéma. Et c'est vrai qu'au début, je touchais un petit peu à tout. Et aujourd'hui, malheureusement, c'est vrai que j'aurais voulu le développer, ça, mais malheureusement, je suis partie du constat que j'en faisais pas beaucoup. Et que donc, du coup, je vais pas pouvoir développer ça pendant plusieurs années, parce que ça signifie acheter des produits, ça signifie quand même continuer à se former, parce que faire des effets spéciaux en restant sur les bases qu'on a appris à l'école il y a plusieurs années, je pense qu'au bout d'un moment, c'est un petit peu limitant. Mais on peut pas non plus se permettre d'investir dans des produits, dans des formations, alors qu'on sait pertinemment que on sera appelé que ponctuellement durant l'année. Donc, je suis partie de ce constat-là, et puis bah aujourd'hui, je me suis un peu, voilà, j'ai accepté ça, et du coup, j'ai laissé ça de côté. Et puis bon, si demain on m'appelle pour le faire, je le ferai avec plaisir et je me remettrai dedans juste avant. Mais voilà, c'est ok de pas toujours être sur tous les plans et de pas toujours être appelé pour les choses qui nous passionnent. Ça serait dans un monde de bisounours, hein, ou dans un monde idéal. Mais voilà, j'avais juste envie de faire une parenthèse là-dessus. Ça m'a fait penser à ça dans ce que tu évoquais.
Non, mais tu fais bien de l'évoquer, mais je pense que c'est surtout enfin, c'est important, au contraire, de se spécialiser, en tout cas de mon point de vue et de l'expérience que je peux avoir voilà, quand je discute avec mes collègues ou avec d'autres personnes, tu vois, que je rencontre comme toi, par exemple. Je trouve que c'est super important de se spécialiser et de savoir exactement l'objectif qu'on veut atteindre et ce qu'on veut faire dans sa vie en fait, dans sa vie professionnelle de maquilleuse, de make-up artiste. Parce que là, comme tu le dis, oui, tu aimais l'artistique, tu aimais les effets spéciaux, mais j'entends aussi que tu es quand même sacrément passionnée de tout ce qui est beauté, on va dire entre guillemets assez classique, et de l'embellissement d'une personne. Donc peut-être que certaines personnes sont vraiment 100% passionnées d'effets spéciaux et dans ce cas-là, ils vont mettre toute leur énergie, tout leur temps à développer ça et pourquoi pas travailler dans le cinéma, effectivement, ils s'épanouiront là-dedans. Et il y a d'autres personnes comme toi, comme moi, qui vont être peut-être un petit peu plus passionnées ou alors que simplement la vie qu'on souhaite avoir même au niveau perso va être plus cohérente avec le maquillage beauté, on peut dire ça comme ça. Dans ce cas-là, on va forcément mettre peut-être un petit peu plus d'énergie et devoir mettre de côté certains trucs qu'on aime bien et qui, comme tu le dis, ne rapportent pas forcément beaucoup d'argent dans le quotidien. Je pense que c'est bien d'avoir une spécialisation et un objectif et de pas forcément trop s'éparpiller parce qu'effectivement, quand on est make-up artiste, c'est compliqué de pouvoir toucher à tout, quoi. Mais je pense que même en termes de matériel, je me dis ça doit être super compliqué. T'imagines si on doit avoir un kit, tu vois, un kit parfait pour les maquillages beauté, mode, etc. Bon, ça se ressemble quand même pas mal. Mais si en plus on doit avoir un kit pour le body painting, un kit pour les effets spéciaux, un kit, enfin, je pense qu'on s'en sort plus, quoi. Bien sûr. Est-ce que, puisque je pense que là on va arriver un petit peu à la fin, Oui. j'ai trois petites questions à te poser, des petites questions de fin. Ok. Quel serait ton meilleur conseil professionnel en tant que make-up artiste pour les gens qui peuvent nous écouter, qui en sont à leur début ou qui simplement ont envie de se lancer et qui ne l'ont pas encore fait? Je dirais que ça serait de se former constamment, de pas rester sur voilà ce qu'on peut nous apprendre à l'école. Il faut se former auprès de d'autres maquilleurs et je dirais de préférence des maquilleurs à l'étranger parce que je pense que c'est important de trouver son style finalement, de se nourrir aussi d'inspiration sur Pinterest ou sur Instagram pour trouver son propre style et pas juste appliquer ce qu'on aura pu apprendre à l'école ou en formation. Donc de piocher à droite-gauche des styles de maquilleurs qui sont déjà présents depuis plusieurs années pour trouver justement ce qui nous plaît le plus. Et je pense que la meilleure satisfaction qu'on peut avoir quand on est maquilleur, c'est d'être satisfait du travail que l'on fait. Bon, alors je dis ça, mais je le suis personnellement jamais, je suis jamais satisfaite à 100% de ce que je fais. Mais voilà, le fait de se former continuellement, parce que c'est un métier, vraiment, ça va trop vite. Combien de fois ça m'est arrivé d'hésiter pendant plusieurs semaines d'acheter un nouveau fond de teint que tout le monde parle depuis pas mal de temps. Je me décide enfin à l'acheter et demain, il y a un nouveau fond de teint d'une autre marque qui débarque et qui est apparemment mieux que celui que je viens d'acheter. Enfin, tout va tellement très très vite que oui, se nourrir d'inspiration et d'infos c'est la meilleure chose que je pourrais que ce que je pourrais conseiller. Mais pour le faire, il faut être passionné, hein. S'il n'y a pas la passion, ça c'est comme dans tous les métiers de l'artisanat, ça ne marchera pas. Le faire pour l'argent, ça va être compliqué. Ouais, je suis d'accord. Deuxième conseil, quel est ton meilleur conseil en tant que chef d'entreprise? T'as vu, je fais la distinction entre professionnel, make-up artiste et chef d'entreprise parce que même si voilà, on est les deux, je trouve que c'est quand même entre guillemets un petit peu différent. En tout cas, on a deux grosses casquettes, quoi.
Eh ben, justement, je dirais que c'est de prendre conscience qu'on est chef d'entreprise. Parce que quand on se lance, on se positionne comme étant technicien, en tant qu'artisan, en tant que maquilleur. Mais je pense sincèrement qu'on est avant tout chef d'entreprise avant d'être maquilleur. À partir du moment où on a pris conscience de ça, on va prendre autant d'importance sur l'aspect communication que sur l'aspect administratif, qu'on va prendre du temps sur se former sur la nouvelle technique de maquillage pour les yeux. Donc, je pense que ouais, mon meilleur conseil, ça serait de prendre conscience qu'on est chef d'entreprise. Après, j'ai pas de meilleur, de super bons conseils à donner parce que, comme je le disais au tout début du podcast, je pense qu'on est maquilleur, on est chef d'entreprise. Pour le devenir, le chemin est quand même beaucoup plus long. Donc, je pense que les personnes qui sont faites pour être chef d'entreprise le deviennent un moment ou un autre dans leur vie. Et que si c'est pas fait pour eux, dans ces cas-là, peut-être déléguer cet aspect-là à une autre personne, à un associé ou à une personne qui va se charger je sais pas, de faire les devis, les factures, ou de s'occuper des réseaux sociaux, etc. pour pouvoir du coup être uniquement technicien. Et c'est OK aussi, hein. Mais dans ces cas-là, voilà, penser peut-être à déléguer pour pouvoir être sur tous les fronts et pour pouvoir perdurer malgré tout. Ok, super. Et est-ce que tu aurais un petit mot pour la fin, dans le sens une leçon que tu as apprise ou une pensée qui t'aide un peu au quotidien? C'est le fait de toujours avoir des objectifs. C'est vrai que quand moi, ça fait 5 ans du coup que je fais ça, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois et ça m'arrive toujours d'avoir ce sentiment d'avoir tout vu ou d'avoir fait tout ce que j'avais envie de faire. Mais généralement, ça dure pas très longtemps parce que j'ai des objectifs. J'aimerais cette année pouvoir proposer des formations justement à des professionnels pour pouvoir leur donner l'opportunité, comme j'ai pu le faire, de développer leur service, donc avec des formations sur la beauté du regard ou sur du perfectionnement de maquillage pour être toujours dans une bonne dynamique. Je pense que c'est toujours important d'avoir des objectifs, de se fixer des deadlines, d'avoir voilà, des rêves, que ce soit d'un point de vue matériel, d'avoir par exemple un studio plus grand ou d'avoir peut-être d'embaucher peut-être une employée. Voilà, de toujours voir très grand parce que c'est peut-être un peu cliché ce que je vais dire, mais quand on vise la lune, on atteint les étoiles. Et voilà, sans objectif, on n'aura pas ce carburant qui fera qu'on continuera à avancer parce que avancer dans le quotidien en faisant simplement ses rendez-vous et en rendant satisfaction à ses clientes, je pense que au bout d'un moment, on s'essouffle et on se fatigue parce que s'il n'y a pas vraiment un but et un sens derrière notre métier, on ne peut pas vraiment être pleinement épanoui. Ouais, je suis assez d'accord avec toi sur tout ça. Écoute, c'est top et en même temps, tu as répondu un peu à la dernière question que j'allais te poser. Je vais te la poser quand même, mais je pense que ça va être double réponse. J'allais te demander qu'est-ce qu'on pouvait te souhaiter pour la suite et quelle est la prochaine étape du coup de ton entreprise. Mais si j'ai bien écouté, je fais un petit résumé. Tu me dis si c'est ça, et puis tu argumentes un petit peu au besoin. J'imagine que prochain objectif, les formations et développement de tes services avec d'autres, du coup, prestations comme le tatouage des sourcils, Ouais. si j'ai bien compris. Donc, formation et autres prestations. C'est ça. Ce que je voudrais, c'est pouvoir transmettre l'expertise que j'ai acquise ces 5 dernières années à travers des formations donc dédiées aux professionnels, donc à des maquilleurs ou même à des instituts de beauté, à tout professionnel qui désire étendre ses services à la beauté du regard ou se perfectionner sur les nouvelles tendances de maquillage.
C'est quelque chose que j'ai envie de mettre en place depuis un petit moment, mais je voulais le faire en bonne et due forme, c'est-à-dire que pour moi, je ne pouvais pas lancer des formations juste comme ça. Il fallait que je propose des formations qui puissent être finançables par le FAFCEA. Je ne sais pas si tu connais. C'est un organisme qui permet aux professionnels, donc pas forcément aux professionnels de la beauté, hein. C'est à partir du moment où on est en auto-entreprise en tant qu'artisan, en fait on cotise tous les mois. Lorsqu'on fait notre déclaration sur l'URSSAF, on a la fameuse ligne de la formation obligatoire de cotisation, et ben ça va du coup dans ce portefeuille du FAFCEA, donc FAFCEA, qui est donc une association, un organisme qui prend en charge les formations. Donc dans notre domaine, les formations sont prises en charge à hauteur de 30 € par heure, et il y a également les frais annexes qui sont pris en charge à hauteur de 200 €, donc pour ce qui va être de l'hébergement ou du transport. Et donc les formations que je compte proposer pour, je l'espère, à partir de mai de cette année 2023, seront finançables par cet organisme pour que les personnes puissent utiliser en fait le fonds pour lequel elles cotisent, parce que si on n'utilise pas notre FAFCEA, à la fin de l'année, en fait, il est perdu, il est annulé. C'est pas un solde qu'on accumule au fil des années, malheureusement, comme avec un CPF, par exemple. Donc, c'est pour ça que ça me prend encore un petit peu de temps à mettre tout en place, parce que, encore une fois, administration oblige, hein, on est en France. Mais voilà, une fois que j'aurai lancé ça, ça pourra être finançable, et ça me tenait vraiment à cœur qu'il y ait cet aspect-là. Et dans les prochaines années, ce que je souhaiterais, c'est pouvoir avoir un studio de maquillage qui ne soit plus qui ne soit plus à mon domicile, mais que ça soit vraiment un studio à part entière. Donc pas un institut de beauté avec une vitrine sur rue. En tout cas, aujourd'hui, c'est pas comme ça que je l'imagine. Je préférais un système avec un showroom privé, par exemple. Et à ce moment-là, peut-être me développer sur le maquillage semi-permanent. Ok, super. Bah écoute, en tout cas, je te souhaite que ça se passe comme tu veux et que tu réussisses à atteindre tes objectifs, alors que tu les atteignes, franchement, j'ai aucun doute, mais que tu les atteignes dans le temps que tu t'es imparti, ça c'est autre chose. Là, je te le souhaite. Merci beaucoup pour Merci à toi, Mélissa. toutes ces réponses et tout ce partage d'expérience. Je suis persuadée que ça va en intéresser beaucoup. Donc merci pour ton temps. Puis voilà, je vais te souhaiter une bonne journée. À bientôt. Merci d'avoir partagé un peu de votre temps avec nous. On vous attend nombreux en commentaire sur l'Instagram Éphémère Makeup Academy, sous le post dédié à cet épisode, ou si vous nous écoutez sur YouTube, directement sous la vidéo. Et si vous validez cette chaîne de podcast, vous pouvez nous soutenir en ajoutant des petites étoiles sur Spotify, ou tout simplement en likant les épisodes sur YouTube. Je vous dis à très vite dans un nouvel épisode.